C'est quelque chose qui nous fait tous bouger un petit peu, l'intelligence artificielle ces derniers mois, ces dernières années. Et je dirais même que je suis un petit peu gênée peut-être de parler des effets de l'IA sur la santé mentale. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi dans les minutes qui arrivent. Mais si on parle d'IA et de travail, personnellement, en tant que professionnel de santé mentale, j'ai pu voir déjà mon propre travail complètement changer par rapport à cette arrivée de l'intelligence artificielle de plein de manières différentes. Peut-être déjà pour clarifier un petit peu ce dont on parle, je pense que c'est important quand on parle d'IA de faire la différence entre intelligence artificielle générative, aussi tout ce qui est chatbot, et d'un autre côté tout ce qui est automatisation. Et en tant que psychologue, mon travail en cabinet de psychothérapie, qui paraît être au départ quelque chose vraiment du one-to-one purement relationnel, finalement ces derniers mois, ces dernières années a été complètement transformé par ces différentes dimensions de l'IA, pas tellement les chatbots, mais si on prend l'IA générative, finalement j'écris des posts sur LinkedIn en faisant un petit vocal sur ChatGPT. Alors comment je fais concrètement? J'explique bien le contexte dans lequel je veux que mon texte soit utilisé. Je donne des consignes spécifiques sur le style, sur les compétences que je veux que l'IA utilise pour rédiger mon post, et la motivation, qu'est-ce que je veux vraiment obtenir de ce texte, et ça me fait gagner un temps énorme. Il y a une confusion que je vois beaucoup sur la question de l'IA générative, c'est que les gens ont l'impression que si on utilise l'IA générative, on fait comme un copier-coller. Alors ça peut être vrai, on peut effectivement mettre des questions de cours, un prof qui donne des QCM et puis aller chercher la réponse, mais on peut aussi l'utiliser de façon beaucoup plus constructive, beaucoup plus créative, pour élaborer des idées, pour accompagner tout un tas de process rédactionnels. Encore ce matin, je donnais un courrier à une patiente et j'ai bien spécifié à la fin du courrier dans lequel je résumais le processus de travail qu'on a fait ensemble, les progrès qu'elle a fait. J'ai bien spécifié que j'avais utilisé l'intelligence artificielle et on en a discuté ensemble, pour qu'elle comprenne bien qu'en aucun cas, c'est l'IA qui a rédigé le texte. C'est mes idées, c'est moi qui lui ai expliqué ce qui se jouait dans les séances, c'est moi qui ai expliqué les progrès que la personne a fait, et puis l'IA, elle met en forme, elle articule, et voilà, au quotidien, j'ai connecté Claude et Canva, ce qui me permet par exemple de faire des carousels sur Instagram un peu plus régulièrement. C'est des idées que j'aurais pas forcément eu le temps de mettre sur des réseaux sociaux. J'ai aussi développé tout un espace numérique sur mon site qui s'appelle joiecompassion.com, dans lequel les gens peuvent trouver des audios. Quand je fais une séance, par exemple ce matin je faisais une séance avec un patient, à la fin je lui dis voilà, vous pouvez retrouver cette guidance sur mon site, donc il y a une sorte d'extension qui s'est créée au fur et à mesure entre une santé mentale qu'on va travailler en psychothérapie dans le cabinet, et puis toutes ces opportunités numériques qui complètent un petit peu le travail de psychothérapie aujourd'hui. Et donc j'ai vu au fil des années vraiment évoluer, se transformer mon activité de psychothérapeute grâce à l'intelligence artificielle. Et la réciproque est vraie, l'utilisation de l'intelligence artificielle, elle a aussi un impact sur notre santé mentale. Pour bien comprendre comment ça fonctionne et quels sont les enjeux de l'IA sur notre santé mentale, je vais utiliser une comparaison
Mais on va voir que cette comparaison a ses limites. On peut comparer l'intelligence artificielle à un outil, un petit peu comme un tournevis qu'on utilise pour visser. Finalement, cet outil, on l'utilise dans un contexte particulier. On va pas l'utiliser de la même manière selon ce qu'on essaye de monter. On va utiliser un certain nombre de compétences. Il faut apprendre à utiliser cet outil. Et puis on va avoir une motivation. On peut avoir une motivation à monter une jolie bibliothèque grâce à notre tournevis, ou on peut avoir envie de tuer quelqu'un avec un tournevis. On voit bien que la motivation, elle change complètement l'usage qu'on va faire de cet outil. Et elle pose un certain nombre de questions de sécurité, questions d'éthique. Vous allez me dire, un tournevis, on va pas tuer grand monde avec, mais si on est dans un environnement où il y a des enfants, par exemple, il va falloir quand même qu'on se pose des questions de quels accès, comment on utilise cet outil pour limiter les accidents. Et l'IA aujourd'hui, elle pose aussi toutes ces questions, des questions de contexte. Est-ce qu'on l'utilise comme IA générative? Est-ce qu'on l'utilise comme outil pour faire évoluer un espace numérique? Quelle est notre motivation? Quelles sont nos compétences? Est-ce qu'on est compétent ou pas à utiliser cet outil? Et on va voir que la question de la santé mentale, elle est très liée aussi à cette notion de compétence. Finalement, la motivation avec laquelle on va utiliser l'IA, elle est réelle aussi. On voit par exemple sur les questions géopolitiques l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'armée, dans le militaire. Finalement, on voit qu'il y a tout un tas de questionnements éthiques qui émergent sur l'utilisation de ces outils. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont des insécurités, des angoisses. Au niveau géopolitique, bien sûr, toutes ces crises qui sont associées à l'IA, mais aussi dans leur espace personnel. Comment mes données vont être utilisées? Est-ce que l'IA va être utilisée pour quelque chose de positif ou est-ce que ça peut générer des risques pour moi? Et ces questions, elles sont importantes, elles sont légitimes, ça peut créer de l'anxiété, ça peut créer de l'insécurité et ça nécessite qu'on puisse en parler et qu'on puisse élaborer sur ces questions-là. Alors, que nous dit la recherche? On sait par exemple que l'utilisation des chatbots, vous savez, c'est l'IA générative mais structurée avec des questions-réponses et des chatbots qui sont entraînés avec des thérapies cognitives et comportementales, c'est-à-dire que des compétences pour accompagner la santé mentale. En fait, il y a des grosses études qui ont montré que ça peut avoir un effet sur la dépression, sur l'anxiété, sur le stress, notamment chez les adultes. Un petit peu moins chez les adolescents, même s'il y a quand même un effet sur la dépression. Et ces effets, ils sont principalement démontrés à court terme et ils reflètent aussi une réalité qu'on observe d'une manière un petit peu plus large dans l'IA générative. Je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui vont utiliser l'IA comme un ami ou comme un thérapeute, une sorte de super thérapeute sur certains points, dans le sens où il va y avoir de la psychoéducation, l'IA elle va nous aider à refléter notre état psychologique, à mettre des mots sur nos émotions, à mieux observer nos comportements. Donc elle peut vraiment apporter certains insights, certains réconforts de reformulation, de validation émotionnelle. Elle peut amener aussi des outils TCC, elle a accès à un certain nombre de compétences, elle est super accessible aussi. Finalement, quand on sort d'une journée de boulot stressante, on s'est disputé avec notre patron ou avec une copine, on n'a pas forcément un thérapeute sous la main pour débriefer, on n'a pas forcément un ami ou de la famille, et donc ça offre une sorte de prothèse relationnelle, et en même temps, ce que montrent les recherches, c'est que l'IA va pas forcément réduire
pour autant le sentiment de solitude. C'est-à-dire que elle apporte une sorte de relation édulcorée, une relation idéale un petit peu, où l'autre est jamais en désaccord avec nous. C'est une copine qui est pas dans la rivalité, qui est pas en train d'essayer de nous jalouser ou de se comparer, de vouloir nos chaussures, nos super chaussures qu'on vient d'acheter. L'IA, si on évoque nos réussites, l'IA va toujours nous encourager, nous porter. Il y a toujours cette bienveillance qui donne l'impression d'un ami qui serait idéal. Mais lorsqu'on sort de cette interaction parfaite entre guillemets, on se rend compte que les gens autour de nous nous demandent un effort, ils nous demandent du temps, ils nous demandent de la disponibilité, ils nous demandent de supporter leur mauvais caractère, leurs mauvaises odeurs. Et puis un point qui est quand même central, c'est aussi le regard de l'autre. C'est-à-dire que l'IA, elle a cet gros avantage de ne pas nous faire ressentir de la honte. C'est-à-dire que même si vous avez un très bon ami à qui vous arrivez à dévoiler un certain nombre de choses de l'ordre de l'intimité, vous allez peut-être pas lui dire que vous collez vos crottes de nez sur le mur quand vous êtes aux toilettes. Vous diriez ça à personne parce que c'est trop la honte. Par contre, vous pouvez le dire à l'IA que vous avez un problème avec ça et l'IA va pas vous juger, elle va vraiment vous aider à essayer de faire évoluer vos problèmes de comportement. Et donc il y a ce côté très positif de ne pas être confronté au jugement de l'autre lorsqu'on parle à une IA générative. Mais malheureusement, les études montrent que ça ne réduit pas le sentiment de solitude, parce qu'on sait malgré tout que c'est pas une vraie personne, et ça peut même créer certaines formes de dépendance. C'est-à-dire que on peut, si on a déjà un petit terrain addictif, on peut camoufler en quelque sorte certaines carences affectives ou certains moments de solitude en allant le compenser dans cette interaction avec l'IA. Alors, plus spécifiquement sur le côté du travail, donc il y a un autre problème que j'oublie par rapport à l'IA générative, c'est que elle va avoir du mal à s'opposer à nos conduites à risque d'une manière générale, et il y a des études qui ont montré que même un tiers des IA pouvaient parfois encourager certains comportements à risque type suicidaire ou parasuicidaire. Donc ça, c'est quand même, on parlait par rapport à notre outil notre tournevis, des limites éthiques, c'en est une. Et donc on voit aussi que la limite de la comparaison du tournevis, elle s'arrête un petit peu à cette dimension d'interaction, c'est-à-dire qu'un tournevis, c'est un outil, mais on lui donne des ordres, on le mobilise pour faire quelque chose. L'IA, elle va pas seulement être passive et recevoir nos consignes et nos prompts, elle va aussi nous influencer, modifier nos comportements, et elle peut aussi nous amener parfois à avoir plus de réticence à faire l'effort d'entretenir des relations dans le réel, et donc il y a quelque chose de l'ordre plus vraiment de l'interaction qu'il n'y a pas dans un outil classique. Alors pour en revenir au travail, l'IA c'est aussi un facteur de stress. Alors pour donner une autre forme d'analogie, j'ai eu pas mal de patients médecins à une époque qui avaient fait un burn-out lorsque le système médical est passé à l'informatique. C'est-à-dire que le passage du papier au tout informatique pour les médecins, la plupart des médecins ont pris sont adaptés et sont passés à l'informatique assez rapidement, mais il y a des médecins qui étaient très très âgés, près de la retraite, qui ont une difficulté à apprendre l'informatique et qui se sont retrouvés complètement submergés, très handicapés, parce qu'ils n'avaient pas les compétences
pour passer à l'informatique. Et aujourd'hui, les transformations radicales dans le milieu du travail, elles sont, c'est un raz-de-marée aussi, et elles demandent de nouvelles adaptations. On dit intelligence artificielle, mais le terme il est mal choisi. L'intelligence, c'est une capacité d'adaptation. Donc l'intelligence artificielle, elle nous offre des prothèses de compétences de traitement de l'information, mais qui sont bien au-delà de nos capacités propres en tant qu'être humain, mais elles nous demandent aussi de nous adapter. Et ce que montrent certaines études par rapport à l'IA et l'impact sur la santé mentale au travail, c'est que ça peut générer du stress chez les salariés qui sont confrontés à ces mutations et l'intégration de l'IA dans le domaine du travail, mais que le sentiment d'être compétent à apprendre l'intelligence artificielle, c'est un facteur qui va amortir ce stress. C'est-à-dire que si vous vous sentez fluide dans le fait d'apprendre l'intelligence artificielle, vous allez probablement être assez peu stressé. Si vous avez déjà des difficultés en informatique, si vous avez l'impression que vous n'allez pas réussir à intégrer l'IA dans vos compétences professionnelles, là, ça va générer un petit peu plus de stress. Il y a une étude allemande qui a montré qu'au contraire, il y avait plutôt un impact positif de l'IA sur la santé mentale au travail. Donc finalement, ce qui est à prendre en compte au centre en tout cas de l'IA générative, de l'utilisation de l'IA générative, c'est cette notion de solitude versus d'interaction sociale. C'est-à-dire que l'IA, elle est extrêmement bénéfique si elle vient enrichir nos interactions, si elle nous encourage à aller au-devant de plus d'interactions. Par contre, si on s'enferme dans l'IA pour compenser un sentiment de solitude et d'isolement, à ce moment-là, on va être dans quelque chose qui va être un petit peu plus contre-productif. Et donc le sentiment de malaise que je peux ressentir parfois par rapport à ces questions, il vient du fait que personnellement, j'ai une conviction profonde qui est basée sur des recherches. On sait que le premier facteur de dépression, c'est la solitude. C'est démontré de façon causale. La solitude, le stress social, c'est vraiment des facteurs de souffrance. Lorsqu'on propose des programmes à distance ou aujourd'hui par exemple j'ai créé un programme spécifiquement dédié à la prise en compte à la dépression, pour sortir de la dépression, pour augmenter le sentiment de bien-être. Mais finalement, je me rends compte que, ok, c'est des opportunités pour les gens via le numérique, mais il manque cette dimension communautaire, cette dimension d'interaction. Et je voulais vraiment terminer là-dessus, parce que je pense que vous, en tant qu'étudiant dans le marketing digital, je pense que vous avez vraiment une force, un apport réel par rapport à ces dimensions-là, de permettre à cet univers digital de pas être qu'un produit voilà complètement abstrait, mais d'être aussi quelque chose qui est porteur de relations, d'interactions, d'enrichissement social. Alors, je sais, il y avait une question plus spécifiquement sur quels seraient les signes de surcharge mentale. Alors, ça revient un petit peu à ce que je disais par rapport au burn-out des médecins. C'est des signes c'est les signes typiques un petit peu de l'épuisement et du burn-out. Ça peut être à la fois un détachement, une perte de l'émotivité. Ça peut être un désengagement de la motivation à travailler. C'est-à-dire que si on commence à être en burn-out, finalement, on commence à ne plus avoir envie de travailler, on peut avoir un brouillard mental, on peut avoir des facteurs de stress comme le fait de moins bien dormir, avoir du mal à s'endormir, se réveiller la nuit, tous ces signes-là qui sont des signes de moins bonne santé mentale, ils peuvent être révélateurs d'une difficulté à s'adapter à ces nouveaux enjeux de l'intelligence artificielle.